les femmes, on a envie de raconter des histoires. On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes qui se sont dit mais le son ça m'intéresse, il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole. Il y a des filles à la régie, à l'administration. Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Donc là, on ouvre une nouvelle page. Notre silence ne nous protégera pas. J'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Focus de Sorociné. Je suis Alicia Arpaia et pour le film du mois, les rédactrices de Sorociné étaient nombreuses à vouloir participer car on va vous parler d'un de nos coups de cœur de l'année. Enfin, coup de cœur, pas pour tout le monde non plus. Je vous rassure, le débat du jour va être intense avec au micro aujourd'hui Noémie Atia, Lisa Durand et Diane Lestage. Bonjour à toutes. Salut. Bonjour. Notre sujet du jour, donc, c'est un premier film français réalisé par Alice Douard, Des preuves d'amour. On y suit un couple de lesbiennes, Céline et Nadia, sur le point d'accueillir un heureux événement. Mais pour Céline qui ne porte pas l'enfant, trouver sa place et sa légitimité en tant que mère, ce n'est pas évident. Pour elle, c'est même un parcours du combattant qui commence, celui des démarches administratives pour l'adoption, qui va la contraindre notamment à renouer avec sa propre mère. Au casting, on retrouve Elia Rumpf, Monia Chokri et Noémie Lvovsky. On écoute. On va avoir un enfant, en fait. Un enfant qui va être là tout le temps, tous les jours. Vous avez fait comment, là? On a fait l'amour. Oui, non. C'est une fille. Oui. Ah, c'est bien, tant mieux. T'as pas peur d'être jalouse? Jalouse de quoi? Tu peux me garder Erika, s'il te plaît? Ah non, je peux pas, là. Je voulais t'entraîner, non? Attends, reste là, on est solidaires maintenant. Attends, mais c'est toi le babysitter, hein? Moi, je suis pas payée pour ça, hein? C'était pas instinctif de t'imaginer coucher avec une fille. D'imaginer ta fille coucher avec un mec, ça c'est instinctif. Non, tiens ton air, retiens ton air. Arrête de rigoler, toi. Ouais, c'est bon, on a compris que t'étais enceinte. Ça va, hein, toi tu peux vivre ta vie. Moi je fais tout le boulot et je suis obèse. Putain, avoir une fille, on est des filles. Je sais même pas si on saurait être modèle pour elle. Ben, quand même. Il est à qui ce bébé? C'est moi le papa, c'est toi? On fait ça ensemble. Que ce soit toi ou moi, c'est pareil. C'est merveilleux d'être enceinte. Peut-être qu'être mère commence par être présente. De l'amour. Faut qu'on sente l'amour. La maternité dans un couple lesbien, voilà un sujet bien peu abordé au cinéma, on va en reparler. Des preuves d'amour vient réparer cet affront. Le film a déjà reçu un bel accueil critique lors de la dernière semaine de la critique à Cannes, où le film était présenté en séance spéciale. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et du débat, Diane, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le parcours d'Alice Douard, qu'on ne connaît pas encore pour l'instant? Oui, complètement. Alice Douard, elle nous vient de la FEMIS, où elle a étudié au département réalisation, après avoir fait des études d'histoire de l'art. Pendant ces études, elle avait réalisé 2 courts-métrages, What's Up Girls et Tenir la nuit, donc un docu et une fiction. Et c'est avec son film de fin d'études, Extra Systole, qu'elle est repérée. Donc c'est un film qui est avec Laetitia Doche, qui joue le rôle de la professeure. Donc pour la petite anecdote, c'est la même année où on découvre Laetitia Doche dans La bataille de Solferino de Justine Triet, donc en 2013. Donc ce court-métrage de fin d'études est sélectionné dans plusieurs festivals. Je pense à Premier Plan à Angers, à Clermont-Ferrand, à Côté-Court à Pantin et même au Festival international de films de femmes de Créteil. Il a été ensuite acheté par Arte. Et Arte va lui commander un film en 2017, un unitaire qui s'appelle Robin. Elle réalise Plein Ouest en 2019 et enfin un film dont on a entendu parler, un court-métrage qui a été césarisé en 2024 qui s'appelle L'attente, qu'elle a réalisé en 2022 et dans lequel elle retrouve Laetitia Doche qui forme ici un couple avec Clotilde Esme. Et à noter aussi dans le parcours d'Alice Douard qu'elle n'est pas que réalisatrice et scénariste, elle exerce aussi la profession de script pour d'autres cinéastes. Alors tu as cité L'attente et en fait ce qu'il faut bien préciser c'est que L'attente et Des preuves d'amour c'est des films qui sont vraiment très très liés, c'est quasiment la même histoire, enfin en tout cas une phase A, une phase B et en fait Alice Douard elle part de son histoire personnelle. La maternité pour un couple lesbien c'est quelque chose qu'elle a vécu, tout comme le fait d'être celle qui ne porte pas l'enfant, celle qui doit juridiquement l'adopter et donc prouver sa maternité. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur ça qui est quand même le postulat de départ des preuves d'amour?
Oui, tout à fait. En fait, Alice Douard s'est inspirée de sa propre histoire, effectivement, parce qu'avec sa femme, elles ont fait partie des premiers couples de femmes en fait à effectuer ces démarches juridiques juste après l'adoption à l'Assemblée nationale de la loi Taubira, donc pour rappel, qui autorise le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Et donc la réalisatrice, elle a écrit ces 2 films en parallèle, à la fois le court-métrage L'attente et donc le long-métrage Des preuves d'amour. Et donc elle m'avait confié, parce que je l'ai rencontrée, que elle voulait raconter d'abord le fait d'avoir ces derniers moments à 2 en fait avant d'être 3, donc avant la naissance de l'enfant. Donc ça, c'est pour le court-métrage qui se passe en huis clos à la maternité. Et pour le long-métrage, elle voulait explorer une portée plus juridique, plus politique, et en même temps raconter une histoire d'amour universelle. Alors comme je disais autour de la table, on a des fans des preuves d'amour et des personnes plus mitigées. Alors pour moi, vous l'avez peut-être compris dans mon intro, c'est un grand oui. J'avoue, j'ai fini en larmes à la fin du film. J'ai été vraiment très touchée par rapport à la justesse du regard de cette réalisatrice sur les questions de maternité et le rapport notamment à sa propre mère quand on devient mère. Il y a beaucoup de très belles choses là-dedans. Mais qu'en a-t-il été pour vous, Noémie, peut-être pour commencer ? Alors moi, ce film ne m'a pas du tout touchée. J'ai pas du tout été bouleversée par les performances de Ella Rumpf et de Monia Chokri. J'ai eu l'impression d'un ton de vidéo de sensibilisation pour nous expliquer le manuel de comment avoir un enfant, ce qui n'est pas inintéressant, mais ça s'arrête là pour moi. Très bien. Premier contre, est-ce qu'on a un deuxième contre ? Ouah, la balle que t'as mis, Noémie, elle est énorme. Alors Lisa, quel est ton avis sur le film ? Moi, je suis vraiment déçue par le film parce que c'est un film que j'attendais beaucoup parce qu'il avait été sélectionné à la Semaine de la Critique à Cannes cette année, en 2025. Donc j'avais un petit peu des grosses attentes et en plus chronologiquement dans les sorties là, de cette fin d'année, il se place juste après la petite dernière, mais juste avant Love Me Tender. Donc 3 films comme ça qu'on peut rappeler d'un corpus de films lesbiens. Donc voilà, j'en attendais beaucoup de cette proposition. Je trouve le film à pas mal d'endroits très réussi. C'est une bonne comédie. Moi, je trouve le film vraiment très drôle. Je trouve le duo de comédiennes vraiment très bon. Moi, j'ai vraiment un souci avec l'aspect formel du film où je trouve que rien ne fonctionne vraiment. Il y a toujours des choses en trop, beaucoup de scènes surcomiques qui n'ont pas vraiment leur place ici. Il y a un peu une envie aussi de mettre tous les comédiens qu'on aime bien, qui je ne sais pas s'ils sont des proches de Alice Douard ou de l'équipe de tournage, dans des scènes, mais on y reviendra plus tard. Je pense à quelqu'un comme Félix Kissel, par exemple, qui est un super comédien, mais la scène dans laquelle il est, genre, c'est pas possible. Ils sont alpagués par... Diane vient de lever les yeux au ciel. Bah oui, mais on sait qu'on adore Félix Kissel, mais bon. Mais il y a vraiment, je trouve, un problème de forme sur le film qui fait que moi, comme Noémie, j'arrive pas à m'accrocher. J'ai un peu l'impression que je vais pas dire que c'est clippé, mais il y a trop de choses et il y a trop de choses en superflu. Alors Diane, t'as pas mal hoché la tête de manière contradictoire par rapport à ce que disait Lisa. Oui, je suis pas d'accord avec vous deux, malgré mon amour pour vous. Mais moi, c'était mon coup de cœur du Festival de Cannes. Je suis sortie, je me rappelle vraiment de la manière dont je suis sortie du film. Je remontais la croisette, des lunettes de soleil sur les yeux, à pleurer avec le cœur qui battait à 100 à l'heure. Je me suis demandé après si c'était pas l'ambiance de Cannes. Évidemment, on est fatigué, on a des émotions différentes, on peut être touché par ailleurs. En fait, je l'ai revu donc en projection presse et j'ai vécu exactement la même chose, le cœur qui bat aux mêmes endroits, les mêmes larmes aux mêmes endroits, les mêmes sourires, les mêmes rires aux mêmes endroits. Moi, j'ai envie de vivre dans ce film, j'ai envie de vivre avec ces 2 femmes, j'ai envie de porter le 3e enfant si elles veulent un 3e enfant et quelqu'un pour le porter. Il y a tout ce que j'aime dans ce film, que ce soit au niveau de l'écriture, de l'image, cette esthétique très années 80. Qui me parle énormément et surtout c'est très proche du cinéma de Christophe Honoré. Pour moi c'est une version féminine du cinéma de Christophe Honoré et on ressent que la cinéaste est très influencée par lui et c'est aussi ce qui m'a plu dans ce film. Moi je dirais que ce film est très proche de Plaire, aimer et courir vite, qui est un autre film dans lequel je veux vivre même si c'est dramatique. Donc voilà, pour moi il y a un lien à faire entre les deux très fort. Diane, tu sais, je sais ton amour pour Christophe Honoré, tu sais le mien, tu me brises le cœur quand tu dis ça, que tu compares ces 2 films là. Mais bon, j'entends le point de vue. Mais je comprends pas. Moi j'aime beaucoup des preuves d'amour et j'avoue que je comprends pas trop la comparaison, mais j'ai hâte que tu nous en dises plus aussi. Ce qui nous marque tout de suite avec des preuves d'amour, c'est l'impression de représenter un personnage quand même qui est inédit au cinéma. C'est quand même un des rares films qui parle de la maternité à travers un regard lesbien et surtout à travers le regard de cette 2e mère, celle qui ne porte pas l'enfant.
celle qu'on ne voit donc jamais. Et c'est une manière aussi, je trouve, de représenter un couple lesbien loin de tous les stéréotypes, en tout cas de ceux qu'on peut voir habituellement dans certains films du genre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle d'une expérience qui est quand même l'expérience la plus universelle qui soit, qui est l'arrivée d'un enfant. Cette question de la représentation d'une maternité queer, Victoria Fabi, qu'on embrasse au passage, elle a pu en parler directement avec Alice Douard. Et donc je vous propose d'écouter un petit extrait de l'interview qui sera aussi disponible sur nos réseaux sociaux. Le point de départ, c'est mon histoire personnelle. Moi, je suis maman d'une petite fille que je n'ai pas portée et que j'ai adoptée. Et je l'ai fait aussi pour les suivants, en me disant, moi, j'avais pas d'image auquel me raccrocher, donc il faut en créer pour les suivants. Et ce qui m'a fait du bien, c'était de me dire, je vais vraiment remettre l'amour et le romantisme au centre de ce sujet, parce que moi, j'ai souffert, en fait, de la violence, comme beaucoup de gens, notamment au moment du rejet du projet de loi du mariage pour tous en 2013, où il y a eu beaucoup de contestations à ce projet, beaucoup de voix qui sont allées dans la rue. Il y a eu 1 million de personnes dans la rue quand même pour protester contre ce projet de loi. Et j'ai entendu beaucoup de phrases très caricaturales autour de nos familles. Donc le projet du film, c'était surtout de dire on sort de la caricature et on montre des gens en fait qui ont un enfant et qu'est-ce que c'est que de faire famille. Et c'est très spécifique entre deux femmes et en même temps c'est très banal. Enfin, le film montre que faire un enfant, c'est banal et les questions qu'elles ont sont les mêmes que les couples hétérosexuels. Donc la suite de cette interview, comme je disais, t'as retrouvé sur nos réseaux sociaux ainsi qu'une rencontre avec Monia Chokri. Alors est-ce que l'une de vous voudrait réagir justement à cet extrait, à ce que dit Alice Douard, peut-être celle qui n'aime pas le film ? Je peux pas contredire Alice Douard sur son vécu et la charge qu'elle y met dans son film. C'est d'ailleurs une des choses moi que je préfère dans Des preuves d'amour, c'est vraiment cette relation, ce vécu à deux qui va être un vécu à trois. Moi, si le film n'avait été vraiment que ça, sans tous les à côté qui moi me parlent pas trop et je trouve ça vraiment trop stylisé, ça m'aurait largement suffi parce que en effet, Ella Rumpf et Monia Chokri, elles font un boulot assez dingue et elle les filme avec, je trouve, oui, beaucoup de sensibilité. Ça je lui enlèverai pas, oui. Alors sur le casting justement, Monia Chokri et Ella Rumpf, je trouve que c'est une super belle alchimie à l'écran, vraiment. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus quand même. Super. Je te donne la parole juste après alors, Noémie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Alice Douard a vraiment écrit le film pour Ella Rumpf. Elle l'avait vraiment en tête, cette comédienne, depuis qu'elle avait découvert dans Grave, comme un sorte de coup de foudre pour cette actrice. Surtout qu'elle incarne quand même une sorte d'alter ego de la réalisatrice, donc c'est important ce choix de comédienne. Et c'est vrai que je trouve qu'elle porte vraiment le film avec beaucoup de justesse, beaucoup de subtilité dans un jeu qui est assez rentré, ce qui se démarque beaucoup par rapport à Chokri et Noémie Lvovsky, qui jouent donc sa maman, qui sont très bien aussi, mais qui jouent en fait des typologies de rôles dans lesquelles on les a déjà vus, je trouve. Ce qui est un peu dommage, même si je trouve qu'elles font ça très très bien. Mais c'est vraiment Ella Rumpf, je trouve, qui tire son épingle du jeu dans ce film. Mais donc apparemment, Noémie, tu n'es pas d'accord sur ces comédiennes de grand talent. Oui, moi, l'alchimie entre Monia Chokri et Ella Rumpf, j'y croyais pas trop. Par contre, le personnage de Noémie Lvovsky m'a quand même touchée, puis la relation entre la mère et la fille. Je trouve que ces relations-là de maternité qui ne vient pas de manière évidente aux gens, c'est toujours quelque chose que je trouve intéressant à explorer au cinéma. Et puis, c'est des personnages de femmes qui sont complexes et qui sont ni antagonistes, ni non plus héroïques. Et j'aime ces personnages tout en nuances et je trouve que Noémie Lvovsky a interprété ça plutôt bien. Par contre, moi j'avoue, Lvovsky, je te contredirais, Noémie, moi j'en en peux plus. Elle joue, elle a ce truc là très névrosé, très j'oublie mes affaires partout mais le monde continue à tourner. Moi j'en peux plus qu'on la fasse jouer ça. La relation mère-fille, je la comprends, la façon dont elle est écrite, mais la façon dont elle est interprétée, moi j'avoue que cette veine-là, en tout cas du jeu de Lvovsky, ça fait 10 ans qu'elle nous sert ça, et moi je supporte plus, quoi, c'est plus possible. Et pour ce qui est d'Ella Rumpf, tu dis que le film a été écrit pour elle, ça se voit dans la façon dont Douard choisit de la filmer, elle est clairement amoureuse de sa comédienne, et c'est tant mieux, ça donne des très beaux plans, des très beaux moments comme ça, mais c'est marrant du coup qu'elle dise que le personnage de Rumpf fait son personnage à elle, c'est un peu rigolo, quoi. C'est pas ce qu'elle dit, mais en fait, étant donné qu'elle raconte son propre histoire, évidemment qu'il y a quelque chose de la filiation aussi vis-à-vis de ce personnage qui est quand même central dans le film, même si on parle d'un couple sur l'affiche, on le voit d'ailleurs, c'est Monia Chokri et Ella Rumpf, on a l'impression qu'elles sont à égalité. Pour moi, c'est quand même vraiment pas le cas.
Diane ? Oui, parce que faut bien comprendre aussi le film part d'un fait juridique, et le film d'ailleurs s'ouvre, une des premières scènes, je sais c'est pas vraiment l'ouverture du film, mais c'est en tout cas au début. D'ailleurs, il y a une petite citation avec la présence de Jeanne Herry qui joue l'avocate. Jeanne Herry qui avait réalisé un film sur l'adoption qui était Pupille, qui a un petit clin d'œil de ce long chemin pour arriver à la maternité, qu'on soit une femme seule ou une femme dans un couple lesbien. Là, en l'occurrence, il n'est pas question d'adoption de la part d'une des mamans, puisque c'est elle qui porte le bébé, mais il est question d'adoption pour l'autre, donc qui est jouée par Ella Rumpf. Et c'est quand même hallucinant. Je veux dire, moi, je me souvenais pas de ça vraiment, à quel point c'est compliqué. C'est-à-dire que la personne doit prouver qu'elle est mère. Et en plus de ça, ça donne une scène très touchante et très drôle, qui est une scène de comédie pure, je trouve, avec le médecin, où, puisqu'une femme lesbienne peut pas donner ses gènes à sa partenaire. C'est une scène qui arrive un petit peu plus tard, dans ce fameux rendez-vous qu'on a quand on attend un enfant à la maternité, qui est un peu le rendez-vous préalable à l'hospitalisation au moment de l'accouchement. Sauf que le médecin, en fait, ne sait pas comment gérer un couple queer, un couple de deux femmes, puisqu'il n'avait jamais vu ce cas. Oui, c'est ça, c'est hyper touchant, c'est-à-dire qu'il va poser les mêmes questions à la maman qui est enceinte qu'à la maman qui n'est pas enceinte. Donc savoir si elles fument, si leurs parents ont des maladies, etc. Et à la fin, pardon, je spoil la scène, mais parce que c'est pas grave. À la fin, le personnage d'Ella Rumpf dit mais vous êtes au courant que le bébé n'a pas mes gènes. Et le médecin dit bah oui, mais je sais pas comment faire, c'est la première fois. Et je trouve cette scène tellement drôle et mignonne, et ce qui raconte en même temps la société, parce qu'en fait, on ne sait pas comment faire. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le film répond à une image manquante, et c'est la première fois qu'on voit ça au cinéma. C'est pour ça d'ailleurs que le film est très daté. C'est-à-dire que c'est un film qui se déroule en 2013, dans l'année qui suit le vote de la loi Taubira dont tu parlais tout à l'heure, Diane, dans ton introduction. Et ça, c'est vraiment très important. C'est presque étonnant parce que la première image du film, en fait, c'est un son. C'est celui de Claude Bartolone, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui donne en fait le nombre de voix pour le mariage pour tous et donc l'adoption pour les couples homosexuels. C'est aussi quelque chose qu'on oublie quand on parle du mariage pour tous. Des fois, c'est aussi cette loi qui a permis de légaliser l'adoption. Avant, ce n'était pas le cas. Et donc, ce film, il est très militant parce qu'en fait, il parle de ce combat-là à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, je crois, d'adopter. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Gros guillemets quand même. Voilà. C'est plus simple qu'il y a 10 ans. Oui. C'est plus simple qu'il y a 10 ans, mais le film, du coup, parle en fait vraiment de ces pionnières. Le mot pionnière est d'ailleurs prononcé lors de l'entretien avec Jeanne Herry que tu évoquais. Et je trouve que c'est assez fort. Et du coup, c'est un film qui s'ouvre sur quelque chose de très politique et qui finalement, peu à peu, même s'il reste politique par le propos, parce qu'on répond à une image manquante, on s'en éloigne un petit peu. Je ne sais pas ce que vous pensez justement de cet éloignement, peut-être celles qui n'aiment pas le film. Est-ce que c'est peut-être une des raisons aussi qui vous a sorti Non, parce que moi je trouve qu'on nous rappelle à chaque interaction, t'en as évoqué plusieurs, Diane, à chaque interaction qu'elles ont avec une structure de société, on leur rappelle qu'elles sont anormales en fait. Donc il n'y a aucun moment où on oublie que le choix qu'elles font et le choix de vie qu'elles ont fait n'est pas politique. Même malgré toutes les intentions de comédie et ce médecin qui est mi-mignon, mi à la ramasse quand même, mais qui est l'interlocuteur le plus violent d'ailleurs qu'elles ont. Mais la scène avec le couple hétérosexuel là et leurs enfants. Oui, donc pour remettre dans le contexte pour qui n'aurait pas vu le film, elle essaie un peu de se renseigner, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, auprès de couples du coup hétérosexuels, parce qu'il faut aussi, dans les preuves qu'elle doit apporter à l'administration, pas que des couples queer, c'est quelque chose qui est aussi précisé pour avoir vraiment une pluralité des points de vue. Donc elle va voir ses amis-là qui ont 2 enfants, et c'est un peu, c'est vrai, la caricature du couple qui a 2 enfants, qui font n'importe quoi, qui font des bêtises, qui font caca partout, qui dessinent sur les murs. Enfin, on est sur quelque chose, voilà. Qui sont au bout du Rolls, mais qui arrivent quand même à être lesbophobes à chaque phrase qu'ils prononcent. C'est exceptionnel quand même, et qui sont aussi méga parisiens, bourgeois et tout. Cette scène, elle est juste... moi, j'en pouvais plus. Là, qui demande en gros comment vous l'avez fait. Tu sais, moi, j'aurais pu le faire. Moi, en tant qu'homme, pourquoi tu m'as pas appelé? Enfin, c'est vrai que... Et je pense que malheureusement, c'est des choses qu'a dû entendre Alice Douar, que doivent entendre toutes les femmes qui font ces démarches-là aussi. En fait, moi, je me pose la question, parce que je pense que c'est quelque chose qui est revenu dans les entretiens avec Alice Douar, c'est la volonté de représenter un couple normal, entre guillemets. Je pense que Alice Douar, pour elle, c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose qui peut se comprendre aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est sûrement une représentation dont la communauté queer peut bénéficier, mais
En fait, je pense que s'enfermer là-dedans aussi, dans un moment où justement les personnages queer sont de moins en moins fréquents en fait dans la culture, dans les séries, dans les films, essayer de rendre un peu plus acceptable pour la globalité des gens. Est-ce que finalement je suis pas sûre de ce geste politique en fait. De les ancrer dans une normalité entre guillemets. Je reprends un terme qui est dit dans les interviews notamment par la comédienne Monia Chokri. Moi j'avais interviewé les comédiennes pour un autre média et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de commentaires sur cette utilisation du terme ce sont deux femmes normales, des choses qu'elles disent, enfin, elle vous l'a dit aussi je crois en interview Noémie, vu que tu étais avec Victoria. Oui, c'est ça en fait, Monia Chokri nous disait ce sont deux personnages normaux, il y en a une qui est dentiste, l'autre qui a un travail plutôt banal. Non, mais elle a pas un travail banal, elle est ingénieure du son et DJ. Enfin, c'est pas hyper banal comme boulot. Oui, par rapport. Oui, non, mais c'est en mode. Et donc par rapport à ça, Diane, je sais pas toi quel est ton point de vue. Moi je dirais que c'est pas la normalité, c'est de l'universalité, ce qui est absolument pas la même chose parce que normal ça n'existe pas, mais c'est en tout cas elle arrive à dépeindre des sentiments et un couple qui est universel et c'est ça où c'est très beau et où tout le monde peut s'identifier effectivement parce que s'il y a l'aspect politique du fait d'être un couple lesbien qui va avoir un enfant, il y a aussi l'aspect universel d'être juste quelqu'un, une personne qui va devenir parent. Et en ça pour moi le film est plutôt brillant dans son écriture et dans sa manière d'aborder ça parce que c'est aussi pour ça qu'elle fait des liens avec les pères, etc., avec le fait de rapprocher à la paternité, parce que qu'est-ce que c'est aussi, enfin, un père c'est aussi fragile quand il va être papa, et je trouve qu'elle manie très bien en fait cette question d'universalité et aussi du couple, parce que moi j'ai vraiment l'impression de rentrer dans ce couple, de connaître ce couple en fait, il y a vraiment quelque chose pour moi de très fort et je crois tellement en L2, j'avais rarement vu au cinéma un couple aussi fusionnel, aussi vrai, aussi réel, où je pouvais le toucher en fait, vivre avec elle. C'est rare. Et ça je pense que c'est vraiment dû à la forme en fait du film. Parce que ce côté un petit peu petite scénette de la vie quotidienne, il n'y a pas vraiment de grands scénarios dans ce film. On suit vraiment le quotidien de deux femmes sur les 3 derniers mois avant l'arrivée d'un enfant. Et moi, c'est ça qui m'a aussi énormément touchée, c'est cette quotidienneté en fait, dans laquelle on peut se retrouver, qu'on ait vécu ça ou qu'on va le vivre peut-être bientôt, ou même si on le vit pas. Enfin, il y a quelque chose vraiment, je trouve, d'assez bouleversant dans la quotidienneté, je trouve, de leur vie. Moi, ça m'a énormément touchée, même si c'est vrai qu'il y a certaines faiblesses. Les scénettes ne sont pas toujours égales les unes entre elles. Certaines sont plus clichés que d'autres. Je pense notamment à des scènes presque obligées, j'ai l'impression, notamment dans la famille de Nadia. Il y a une séquence où du coup elles vont dîner dans la famille donc du personnage joué par Monia Chokri. Et on comprend que le coming out s'est très mal passé, que l'homosexualité de leur fille, les parents ne l'acceptent toujours pas, même aujourd'hui alors qu'elle est mariée, qu'elle attend un enfant. Il y a des choses très dures qui sont dites autour de ce repas de famille. C'était pas instinctif de t'imaginer coucher avec une fille? Imaginer ta fille coucher avec un mec, ça c'est instinctif. Et c'est vrai que cette scène-là, elle est peut-être un peu attendue, un peu cliché dans ce type de film-là. Pareil, la scène du bar qui a été évoquée tout à l'heure par toi, Lisa, où on a un homme qui vient rappeler genre « Non, mais une famille, c'est un maman plus un papa. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est toi le papa ?» Enfin, bref, désolée de cette petite voix. Mais c'est vrai que c'est des petits passages obligés. Je trouve que le film aurait pu les éviter, peut-être, pour rester dans quelque chose d'encore plus quotidien, peut-être, parce que c'est des choses voilà, qu'on voit dans les films. Qu'on voit aussi dans la vie, hein, bien entendu, mais je trouve que c'est peut-être un peu cliché la manière en tout cas dont elle les faisait. C'est le seul bémol en tout cas que j'aurais pour ce film que j'aime beaucoup. Bah, en fait, moi, le côté, oui, elles ont une vie normale, elles ont une vie quotidienne, universelle. Moi, ce que je voulais dire, c'était plutôt un désir, en fait, de montrer des lesbiennes qui ne sont pas dans un milieu alternatif. En fait, qu'elles soient tout comme les hétéros. Et est-ce que c'est une envie? Enfin, je sais pas. Oui, je vois ce que tu veux dire sur le côté un petit peu en démarginalisant, je ne sais pas si ça se dit, leurs identités et en faisant enfin, je sais pas, un couple comme un autre, entre gros guillemets encore. Oui, est-ce que ça perd pas un petit peu de sa charge? Je vois ce que tu veux. Je sais pas comment. Je vois exactement ce que tu veux dire, mais je sais pas comment me saisir du truc. Mais moi aussi, ça m'a un petit peu dérangée dans le film où il y a un truc qui est. Je comprends aussi ce que tu disais, Noémie, sur le côté très lisse du truc. Tous les contours sont quand même assez lissés. C'est ce qui m'embête aussi un petit peu avec le film où
où j'arrive pas justement, c'est moi où j'aurais aimé être un peu terrassée comme toi, Diane, par ce que j'ai vu. À des moments, j'y crois pas toujours à ces deux personnages-là. Il y a des moments où j'avais un peu du mal à m'y retrouver, du mal à y croire aussi, et parce qu'elles sont confrontées aussi à, en effet, un parcours qui est semé d'embûches et des embûches qui ne sont pas justes et qui sont quand même assez rétrogrades. Mais il y a plein d'endroits où, au-delà de tout l'aspect juridique et tout, ça, je sais pas, ça fonctionne pas. Moi, ce montage de scénettes ce que tu reprochais sur la forme tout à l'heure. Mais je trouve que c'est vraiment le gros défaut du film et qui m'empêche de faire corps, justement, et de faire, de m'imaginer ce que c'est de faire famille avec ces deux femmes-là. Il y a quelque chose, moi, qui m'a énormément aussi marqué dans ce film et qui m'a bouleversée, c'est la manière dont Alice Douar filme le corps pendant la grossesse. Je trouve que là aussi, on a une image manquante. On a beaucoup de femmes enceintes au cinéma, mais là, je trouve qu'elle montre le corps d'une manière différente. Déjà, elle montre ce corps au travail. Nadia, donc Monia Chokri, on la voit travailler, alors qu'elle a une grosse bedaine, comme elle le dit en interview. On la voit vivre, on la voit aller en boîte de nuit. À narguer d'ailleurs celles qui font la queue parce qu'elle passe devant avec son ventre, je suis enceinte et alors je vais quand même en boîte. Et ça, je trouve que c'est hyper chouette de le montrer, que les femmes enceintes ne sont pas cantonnées à rester à la maison, à attendre que le temps passe, à se plaindre, même si on a aussi ces séquences où on la voit être soumise au stress, aux changements hormonaux, à être paniquée par l'arrivée de cet enfant, à se demander comment ça va se passer, est-ce qu'elle sera une bonne mère, ces questionnements que tout un chacun peut avoir. Et donc moi, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant cette manière-là de montrer le corps au moment de la grossesse. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, qui en plus est un corps totalement désirant. Il y a une scène où elles sont sur le balcon de leur tout petit appartement parisien et je sais plus exactement comment ça se passe, mais le personnage de Monia Chokri a envie de faire l'amour et donc du coup elle se retrouve tout simplement à rentrer dans leur chambre et faire l'amour en fait, et c'est montré de façon assez évidente, tendre. En fait c'est ça, c'est une image rare. Je veux dire, une femme enceinte, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très enceinte, faire l'amour de manière magnifique. Alors moi j'avais pu en discuter rapidement avec Monia Chokri qui m'avait dit que c'était une idée à elle d'aller plus loin, parce qu'à la base Alice Douar voulait couper peut-être un peu plus tôt la séquence. Elle est aussi coupée, il y a un fondu au noir, la scène reste extrêmement pudique, mais on voit quand même que le désir, vraiment c'est physique quoi. Diane ? Effectivement, on n'a jamais vu une femme enceinte faire l'amour avec une autre femme. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Je sais peut-être des films qui l'ont déjà fait. Hein. Non, et puis, dont j'ai pas les... Non, et puis même le corps, souvenez-vous de d'une des premières scènes où on voit Monia Chokri nue. Elle est là vraiment à faire, encore on est dans la banalité et le quotidien, parce que je sais plus si elle se met une crème ou elle est juste en t-shirt comme ça chez elle, et on voit ses seins qui tombent, on voit ce corps qui est pas très beau et qui en même temps est magnifique. Et j'aime cette normalité aussi de montrer le corps féminin pendant la grossesse, parce que voilà, il est remontré dans toute sa normalité. On utilise beaucoup ce terme, c'est pas très bien, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ou dans sa banalité. C'est vrai que le mot normal, t'as raison Diane de dire que c'est plutôt universel ou auquel les gens peuvent s'identifier en tout cas. C'est sûr que Monia Chokri fait un travail intéressant là-dessus. Moi. Voilà, le seul truc auquel je crois pas, et ça m'a vraiment sorti du film, c'est que Monia Chokri, son personnage, est censé avoir tout réussi parce qu'elle est dentiste, trop stylée. Mais du coup, sa famille est pas contente parce qu'elle est lesbienne. Mais par contre, en fait, elle est aussi dentiste et broke. Genre, je comprends pas. Ça existe pas un dentiste qui a pas d'argent. Ouais, mais elle travaille pas dans l'hôpital public. Je sais pas. Pourtant, moi j'aime bien la façon dont le film parle de la précarité qu'elles ont même en tant que couple. Le fait que Ella Rumpf, du coup, je pense, est intermittente du spectacle vu qu'elle a l'air d'être ingé son en salle de concert. Et le personnage de Monia Chokri qui, comme tu le disais, a l'air plutôt fauchée alors qu'elle est dentiste, et elle partage 40 mètres carrés dans je sais plus dans le 19e à Paris. Le fait que ça aussi c'est une vraie question, la précarité de ce couple là dans la France d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça engage de... Et dans Paris, d'avoir un enfant à Paris. C'est vrai qu'on les voit, par exemple, quand on parlait tout à l'heure qu'elles allaient voir des couples hétéros, c'est pas seulement aussi pour prendre des nouvelles, c'est aussi pour prendre les vêtements.
Parce qu'on la voit avec les bras chargés de vêtements pour bébé, elle monte des meubles Ikea. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits détails qui montrent ça, mais c'est assez subtil, justement, c'est pas appuyé. Et c'est encore quelque chose que j'aime beaucoup dans ce film-là, parce que voilà, c'est pas appuyé et on le ressent quand même, physiquement aussi, en tant que spectateur. Et aussi, j'aimerais qu'on développe, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais le rapport aussi de mère à mère, qui est très important, qui est vraiment l'autre cœur du film. Donc en fait, Noémie Lvovsky joue la maman d'Elia Rumpf, une mère qui n'a pas été très présente pour sa fille. Et donc, elle doit pourtant aller récupérer une lettre de sa part qui devrait finaliser le dossier, parce que quoi de plus important que la lettre d'une mère pour parler de sa fille comme future mère. Et pourtant, c'est ça qu'il y a de plus compliqué, finalement. Ce rapport, justement, entre la grand-mère, la mère, l'enfant Annette qui n'est pas encore là. Est-ce que ça vous a touché ? Oui, moi je trouve que c'est justement ce qui m'a émue, c'est une des choses qui m'ont vraiment émue dans le film, c'est cette relation un peu compliquée à une mère qui est avant tout une artiste en fait, et qui qu'elle est pianiste. Qui est pianiste et qui a toujours mis sa carrière avant sa famille en fait. Moi j'ai pas été victime d'avoir vu 15 000 rôles comme ça de la part de Noémie Lvovsky, parce que j'ai pas trop regardé ses derniers films, donc je suis pas fanée. Moi ça me touche particulièrement, de toute façon les relations parents-enfants, c'est d'ailleurs quelque chose qui était beaucoup revenu, la parentalité cette année au Festival de Cannes, on en avait un peu parlé sur le podcast. N'hésitez pas à aller le réécouter d'ailleurs pour tout savoir de la parentalité en 2025 à travers les films de Cannes. Et ouais, donc c'est un gros thème. J'avoue, je crois, j'ai peut-être versé ma larmichette à un moment. Ça y est, Noémie change d'avis à la fin du Noémie, podcast. Non, ne me quitte pas. C'est un moment, non, vous inquiétez pas, tout le reste j'ai détesté. Mais voilà, moi ça m'a convaincue, j'ai trouvé que c'était fait avec subtilité, j'aime les personnages de femmes qui ratent des choses qu'on attendait d'elles en tant que femmes. Diane ? Oui, bah après, ce qui est intéressant, c'est que c'est le sujet du film, c'est comment répondre à il y a une injonction à la maternité dans la vie. Et voilà, le film va montrer différents exemples en fait de manières de faire maternité. Et en ça, le personnage de la mère de Céline, du coup, comme tu disais, joué par Noémie Lvovsky, pour moi, je le trouve hyper intéressant pour les mêmes raisons. Et surtout, on avait déjà vu des mères qui abandonnent des enfants au cinéma. Dans Talon Aiguille, un très bel exemple d'une mère comme ça. Mais c'est vraiment des mères qui sont en général pas très sympathiques, même si on peut les comprendre, on peut comprendre leur complexité justement. Mais je trouve que là, il y a un truc un peu différent, c'est que c'est juste une artiste qui a fait un choix. Elle n'est pas du tout toxique, c'est pas quelqu'un de mauvais ou qui veut faire du mal, elle a juste fait un choix qui a été sa carrière plutôt que d'être présente pour sa fille. Et du coup, il y a une très belle idée du film, c'est qu'à la place de donner de la présence, elle a donné de la musique. Et le personnage en ça, la filiation entre Noémie Lvovsky et Elia Rumpf, donc entre la mère et Céline, se fait par la musique. Elles font le même métier. En fait, elles font de la musique. Et d'ailleurs, il y a des scènes qui se répondent. Je trouve que la scène où on voit Céline exercer son métier d'ingénieur du son dans une salle de concert, et la scène où on voit Noémie Lvovsky se préparer à entendre le son dans la salle où elle va jouer du piano le soir même, se répondent et créent aussi un lien entre les deux qui est ailleurs. Et donc, je suis d'accord, mais moi aussi, les relations parents-enfants, ça me touche tout le temps. Donc, voilà, c'est une grande réussite du film, c'est sûr. Lisa, t'as l'air un peu plus circonspect. Non, mais je démordrai pas du fait que moi, cette gamme-là de... sans mauvais jeu de mots avec le piano, cette gamme-là de Lvovsky, moi, je suis un petit peu lassée. Après, je ne dis pas que c'est pas mal fait et que là, je suis vraiment comme vous... Noémie et Diane, c'est que moi aussi ça m'intéresse les relations mère-fille qui sortent un petit peu des sentiers battus où les mères peuvent être encore 36 guillemets des mauvaises mères. Donc, la structure me dérange pas, c'est vraiment sur l'exécution que ça me parle plus trop, cette relation-là. Après, ce qui est bien, c'est que ça remet vraiment en question aussi tout le process que doivent se fader ces nanas-là, où tu demandes des preuves à des gens qui ne sont peut-être plus dans ta vie. Bon, là, en plus, c'est sa mère avec qui c'est très compliqué, parce du coup, c'est son père qui l'a élevée pendant que sa mère faisait carrière. Le process de l'adoption, là, est quand même assez monstrueux. À quand on demande à des couples hétérosexuels d'être des parents aussi, en fait, et de eux aussi trouver sa légitimité. C'est Exactement. Vraiment le propre de ce personnage qu'on voit pas et qu'on ignore même dans la société, au final, qui est aussi invisibilisé dans toutes les histoires et dans les médias.
Ouais, et au final, c'est toujours les femmes qui sont les perdantes dans toutes ces formules-là, parce qu'on leur demande toujours d'être plus que ce qu'elles ne sont, et de toute façon, ce sera jamais assez. Mais bon, moi j'aimerais bien que demain, au couple hétérosexuel, on leur demande aussi de qu'est-ce que ça veut dire d'être parent, qu'on leur demande des garanties pour savoir s'ils seront des bons parents. Réfléchir avant de faire un enfant, peut-être. S'il vous plaît, parce que c'est pas normal que. Et puis l'obligation de se marier aussi. Ouais. Parce que on peut ne pas croire au mariage aussi. On peut ne pas avoir envie de se marier, mais là, elles sont obligées de se marier pour juridiquement que l'enfant existe. Et encore, c'est-à-dire que ça comme on le sait, comme le nom de mariage est un nom d'usage, l'enfant reste quand même l'enfant du personnage de Monia Chokri parce qu'il vient de son corps. Et c'est intéressant ce que tu disais, Lisa, aussi, parce que je trouve qu'Alice Douard évoque aussi un petit peu ça, comment les pères vivent aussi la grossesse et la paternité à venir, et d'une manière assez subtile. Je trouve que justement elle parle des masculinités de manière intéressante, Alice Douard, dans ce film aussi, même si évidemment c'est de manière beaucoup plus parcimonique, hein. Il y a pas beaucoup d'hommes, il y a vraiment 2 scènes et 2 personnages intéressants avec qui Céline du coup va discuter et va s'interroger sur justement quelle est sa légitimité en tant que parent. Et on a des hommes qui eux-mêmes en fait finalement avouent, alors je pense que dans la vraie vie c'est rare d'avoir des hommes qui vont à ce point peut-être se montrer à fleur de peau sur cette question-là, notamment la fameuse scène avec Félix Kissite qu'on évoquait au début, où voilà, on a un homme qui fait un malaise alors qu'il vient visiter la maternité quand l'infirmière, formidable Eva Huot, actrice que j'adore d'ailleurs. Infirmière, mon personnage préféré du film. Avec un bagou incroyable et qui dit sans aucun tabou, alors ben voilà, il va se passer ça, le placenta, le bébé, il va avoir un choc thermique et ci et ça, et évidemment les mecs ils tiennent pas. Et après il va y avoir une discussion entre Céline et lui justement autour de cette question de la parentalité à venir. Et même si c'est une petite scène qui n'est pas très longue, je trouve que qui était déjà présente dans l'attente. C'est-à-dire que dans l'attente, le personnage de Clotilde M, qui elle aussi était celle qui ne portait pas l'enfant, rencontrait dans les couloirs un personnage de père joué par Julien Gaspard-Oliveri qu'on retrouve ici dans le rôle du meilleur ami. Et ils avaient vraiment la même conversation mot pour mot sur le fait de l'appréhension en tout cas de l'arrivée de l'enfant. Le meilleur ami qui est aussi un personnage assez passionnant parce que déjà très belle relation avec Céline et puis une relation où ça parle sans tabou aussi de la parentalité puisque lui a déjà 2 enfants. Il va d'ailleurs faire garder les gosses pour un peu initier Céline à l'enfer que ça peut être de s'occuper d'un petit bébé qui fait caca partout. Je le redis. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez chouette, je trouve. Moi, ça m'a énormément plu dans ce film-là de montrer l'universalité aussi de la parentalité, que certes, on parle d'une parentalité queer de manière inédite, de manière non stéréotypée pour moi, mais qui a cette donnée un peu universelle sur finalement ce que c'est qu'être parent aujourd'hui en 2025 avec toutes les injonctions qu'on a, aussi les changements de mentalité qu'on peut avoir aussi aujourd'hui où la parentalité elle est vraiment aussi questionnée sur ce que c'est aujourd'hui de faire un enfant dans le monde dans lequel on vit. C'est des débats évidemment qui sont prégnants je trouve aujourd'hui et c'est plutôt chouette je trouve la manière dont elle en parle aussi. Ouais, même moi aussi je vais me répéter mais je trouve que autant la scène dont tu viens de parler dont on vient de parler à la maternité, dans le court elle marche très très bien mais parce que le format n'est pas le même. Sur le long moi je la trouve vraiment ajoutée. Oui, qui casse un peu un rythme. Moi effectivement moi c'est un truc qui m'a gênée, c'est un peu le montage du film qui passait très vite sur certaines choses, s'attardait sur d'autres, on comprenait pas pourquoi. Pour moi, c'était ce rythme un peu erratique. Et c'est dommage parce que je suis vraiment d'accord que c'est une histoire qu'il faut raconter. C'est une histoire qui a été très peu racontée. Et voilà, je suis frustrée. Oui, et juste pour dire à tous les réacs et tous les fachos qu'une famille, c'est un papa et une maman, on vous emmerde en fait, et non. Et tout le monde a un droit à la parentalité, à la maternité pour celles qui le veulent. Oui, ou pas. Ou pas, voilà. Donc oui, ce film, ça je remettrai jamais en question le besoin d'existence de ces histoires-là et de ces récits-là, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui est intéressant pour moi, c'est comment le film est toujours en mouvement. Le film joue sur les vitesses et la lenteur, c'est-à-dire que parfois elle va laisser des scènes durer dans une certaine lenteur là où on ne s'y attend pas, et à l'inverse, en fait, le personnage joué par Ella Rums, donc le personnage de Céline, qui est tout le temps dans l'accélération, va créer un rythme au film, et ça, moi, je trouve que c'est hyper intéressant en termes de mise en scène, parce que c'est un personnage qui ne s'assoit jamais. Si vous faites attention, elle est quasi pas assise, ou alors dans les transports, donc en mouvement. Donc elle est tout le temps en mouvement et elle impulse pour moi la mise en scène du film, et je trouve que c'est une très belle idée aussi de coller à ce point à ce personnage et à ce qu'elle vit, parce que vu qu'elle est en recherche, et puis on va vers quelque part, puisqu'on va vers vers la naissance d'un enfant qui est un truc qui va arriver à la fin du film, donc qu'on
ou pas, mais en tout cas qui est dans tous les cas prévu, puisqu'on est 3 mois à M-3. Et une autre chose que je trouve très jolie, et ça c'est vraiment pas fait exprès, c'est qu'il y a énormément de cinéastes qui jouent dans le film. La grande majorité des acteurs et des actrices et des seconds rôles sont des cinéastes. La liste est très 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 longue. Et moi je trouve ça assez intéressant de les voir dans ces rôles. Certains jouent pas tant que ça, certains sont acteurs et réalisateurs ou actrices réalisatrices souvent. Moi j'aime bien en fait moi aussi ces petits jeux comme fait Justine Triet. C'est un cinéma qui me parle aussi de repérer des gens sur des mini-scènes qui créent du comique différemment. Et en ça, j'aime le film pour ça aussi. Et c'est marrant que tu pointes ça parce que du coup, il y a un côté, étant donné que tu pointes le fait que ce sont tous des réalisatrices, il y a un côté sur faire un film, c'est aussi la gestation de quelque chose. Donc avec le thème de la grossesse, c'est plutôt... c'est pas mal comme analyse, j'aime bien. Même si j'aime pas trop le film. Ils portent tous un regard, du coup. Ils apportent un regard... Voilà, on pourrait en débattre encore très longtemps, mais on va s'arrêter là. Et pour conclure, on va changer un peu les règles cette saison de nos traditionnels recos. Désormais, à la fin de chaque focus, nos intervenantes du jour nous donneront leurs recos de films, séries ou livres pour prolonger les thématiques du film qu'on a abordé dans cet épisode. Alors, quelle œuvre vous nous conseillez pour accompagner le visionnage des Preuves d'amour, Noémie ? Alors moi, je vous conseille la saison 1 et même toutes les saisons de The L Word parce que c'est une série dans laquelle l'homoparentalité a déjà été évoquée il y a presque 20 ans maintenant. Et donc dans un contexte différent qui est celui des États-Unis, de Los Angeles, où le mariage homosexuel a été légalisé bien avant la France. Et où dès le premier épisode, en fait, on suit les deux des personnages principaux, Beth et Tina, le couple iconique de The L Word, qui essaye d'avoir un enfant. En fait, c'est un donné depuis le début. Et on suit tout ce chemin-là de PMA, du coup, de trouver un donneur et jusqu'à la naissance de l'enfant. Et en fait, c'est... Ouais, je sais pas si c'était même la première fois dans les séries ou au cinéma. Lisa ? Moi, c'est plutôt un petit classique maintenant, mais c'est Juno de Jason Reitman qui avait été scénarisé par l'immensément drôle Diablo Cody qui a aussi fait les dialogues de Jennifer's Body, parce que le personnage qui est joué par Elliot Page, qui incarne donc Juno, une adolescente qui se retrouve enceinte, fait le choix de garder cet enfant et de mener sa grossesse à terme en tant que lycéenne, mais elle fait aussi le choix avec ses parents de se diriger vers un parcours où cet enfant, Juno, elle décide de le faire adopter, et c'est comment aussi cette adolescente voit son corps changer avec beaucoup d'humour, mais comment cet enfant, elle est très consciente qu'elle ne pourra pas s'en occuper, c'est pas la vie dont elle rêve, donc elle va l'offrir entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça, à un autre couple, mais surtout à une femme, parce que ce sera le personnage de Jennifer Garner qui élèvera vraiment cet enfant tout seul, parce qu'elle a un mari qui est un pur adolescent démissionnaire. Comment ces deux femmes, cette adolescente et cette femme qui ne peut pas faire d'enfant, donnent des versions comme ça très alternatives un peu de la maternité. Donc voilà, c'est un film qui a un peu plus de 15 ans aussi maintenant, et que moi je regarde toujours avec beaucoup d'affection. Diane, t'avais une petite reco pour nous ? Pour faire une boucle avec ce que je disais en début d'épisode, je vous conseillerais mon film Doudou, qui du coup est Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré, qui est un film bleu comme celui-ci, Des Preuves d'amour, et pour moi est aussi un film bleu. J'ai une théorie sur les films bleus qui sont mes films préférés. Et ce sont des films qui s'inscrivent dans mon cœur. Je sais pas si c'est parce que ça raconte une forme de mélancolie comme ça, très vaporeuse à l'image, mais voilà, c'est un film qui parle de tellement de choses. Là, c'est une histoire d'amour entre deux garçons, entre deux hommes. Un plus jeune qui est étudiant à Rennes et qui rêve de monter à Paris et d'écrire. Et un qui est déjà écrivain, qui est un peu plus âgé, qui est père aussi d'un enfant. Et surtout, c'est un film où il y a toutes mes références que je partage avec Christophe Honoré, qui sont Coltès, Guibert et toute la littérature homosexuelle des années 80. Et donc voilà, pour moi, il y a des liens à faire entre ces deux films, je dirais. Et moi, je vous recommande évidemment, un peu corpo, l'épisode sur la grossesse au cinéma qu'on avait pu faire à Sorociné à l'occasion de la sortie de Ninja Baby. Donc je vous encourage aussi à voir et donc à écouter sur notre site.
C'est la fin de cet épisode. Merci les filles pour ce débat agité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. On vous retrouve très bientôt pour notre prochain épisode Focus consacré à une autre histoire de maternité et de représentation lesbienne. On l'a cité tout à l'heure pendant l'épisode si vous avez bien écouté. C'est un aspect très différent des preuves d'amour, ça s'appelle Love Me Tender et on vous en parlera donc le mois prochain. À bientôt.